Bonsoir à tous. La fièvre tous les soirs, mais aussi tous les après-midi. On est très très heureux de vous voir aussi nombreux en cette salle Georges Franju. Pour cette première séance dédiée à Robert Baubert qui est en salle. Vous pouvez déjà l'applaudir très fort. Alors, Robert Baubert, c'est un cinéaste qui écrit, comme le dit Frédéric, qui nous rejoindra à 16h pour le débat après la séance. Immédiatement, moi quand je pense à Robert Baubert, j'ai découvert les livres avant les films. Il y a plusieurs phrases comme ça que j'avais glanées chez lui et chez d'autres. Mais en ouverture de son film La génération d'après, en 1970, il commence comme ça. Mon premier ami était orphelin, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu à son sujet. C'est Elie Wiesel. Il y a une autre phrase qui me taraude à chaque fois que j'ouvre un livre de Robert Baubert ou que je regarde un de ses films. C'est Modiano qui écrit « Si vous avez parfois des trous de mémoire, tous les détails de votre vie sont écrits quelque part à l'encre sympathique. » Robert Baubert, c'est quelqu'un qui révèle. C'est comme s'identifier à une culture qu'on exhume, une culture qu'on ne connaît pas, mais pourtant qui est là et à laquelle on adhère. Robert Baubert, il dit « Ce que l'on montre n'est jamais la vérité, mais la vérité transformée par notre présence. » Et c'est vrai. Ces films, c'est l'invention d'un ton intime qui mêle introspection, méditation, sur la question notamment de l'Holocauste. On lui dit parfois « Tu parles trop de toi ?» et il répond « Non, je pars de moi, tu pars de toi. » Ce sont des films et des livres, ce sont des compagnons qui se tiennent la main, qui s'encouragent. Son premier film, en 1967, est consacré à Sholem Aleichem. C'est la première fois qu'on va entendre 10 minutes de yiddish à la télé française. Son premier film se termine par Quoi de neuf sur la guerre ? C'est le titre de son premier livre en 1994. Voilà. La boucle ne se boucle pas, mais en fait, elle forme quand même des ronds. Ellis Island en 80, en fait, ça vient aussi parler de l'arrière-grand-père, celui qui a eu un trachome, refoulé d'Ellis Island en 2016. Mais ça, on va en reparler, refoulé d'Ellis Island, mais on va en reparler en 2016, et venez demain à la Filmothèque, parce que Robert Baubert a consacré un film à son arrière-grand-père, Vienne avant la nuit. Un documentaire sorti au cinéma, demain à 13h30. Donc Ellis Island fait partie de ces films mythiques pour la télévision, tournés en pellicule. C'est là où je vais appeler mon collègue Brice Amourou bientôt. Et pourtant, ce sont des films qui crèvent le grand écran. Il y a toute une histoire de la production télé à reconsidérer. Le département de la production création TV, radio-TV, le service de recherche, Schaeffer, les copains de Schaeffer et compagnie. Des noms à exhumer comme Eliane Victor, Claude Guizard, ça me résonne aussi parce qu'on parle souvent de Claude Guizard ici parce qu'on adore André Labarthe, et c'était un compagnon de Labarthe. Pierre Dumaillet, bien sûr. Ellis Island, c'est un drôle d'endroit pour une rencontre. C'est une terre promise où on ferme à jamais l'accès, on crée une frontière qui n'existe pourtant pas. La bascule des histoires, et c'est aussi le dernier livre de Georges Perec, Histoire d'errance et d'espoir. Et avant le livre, donc, un film pour l'INA, réalisé par Baubert et écrit par Perec. Ellis Island, c'est montrer ce qui est devenu aujourd'hui le centre de tri des migrants à Ellis Island. Aujourd'hui, donc on est en 80. Il faut savoir qu'Ellis Island, c'était complètement abandonné depuis 1954 et puis rouvert petit à petit au public à la fin des années 70, avant de devenir un musée après 2014, après le film de James Gray, The Immigrant. Et puis très vite, il y a le côté ruine, l'endroit où on filme, et puis il faut filmer ceux qui restent, ceux qui sont encore là pour parler de leur expérience. Donc très vite, le film va se découper en deux, naturellement. On va parler de tout ça après la séance. Donc il y a des interviews, les derniers survivants du passage, raconter le départ, la traversée, l'admission, l'installation aux USA, faire des listes, énoncer des chiffres, mais c'est pourtant bien utile. C'est un film prétexte. Parler du destin de fils d'immigrés que l'histoire a séparé de la culture et des traditions juives. Les questions sont déjà posées sur l'appartenance et le souvenir, sur le témoignage et le sauvetage. Il y a une gravité sourde dans ce film, j'espère que vous l'entendrez. C'est renouer les fils d'une histoire, c'est comment, à partir de traces saccagées, retrouver ce qui fut. Et ça hante absolument toute l'œuvre de Perec, mais aussi de Baubert. La mémoire de ce que l'on n'a pas vécu, les vieux enfants aujourd'hui, de la génération sacrifiée. Mais pour moi, c'est un film aussi pour ceux qui suivent, ceux à qui on n'a pas appris à poser de questions. J'appelle maintenant Brice pour vous parler de la restauration de ce film. Brice Amourou,
tous. Pas prendre la parole trop longtemps, parce qu'on est tous là pour voir le film et écouter Robert Maubert discuter. Simplement pour vous dire que, comme l'a dit Émilie, effectivement, la télévision française a toujours été un lieu de création, un lieu où on pouvait oser des choses, notamment dans le documentaire. Il y a toute une série de programmes, toute une grande collection de programmes qu'on a la chance de conserver, de valoriser à l'INA, qui, à mesure que le temps passe, sont redécouverts, et en particulier dans des écrins comme celui de la Cinémathèque, sur grand écran, dans des versions restaurées, je vais y revenir. Et donc c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir montrer cette collection et de montrer que les productions audiovisuelles, quelle que soit la nature du vecteur, le cinéma, la télévision, sont pour une grande partie redécouvrables bien des années après, même dans des conditions qui n'étaient pas prévues à la base. Donc le film que vous allez voir aujourd'hui, vous allez le voir dans une version inédite. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais la version que vous allez voir aujourd'hui, c'est la première fois que vous allez la voir en restauré 4K à partir du négatif original, ce qui est toujours, pour toutes les équipes techniques de l'INA, dont certains sont dans la salle, un grand plaisir de travailler à partir de cette matière. Vous allez aussi découvrir quelque chose d'assez inédit, c'est un nouveau sous-titrage. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais les sous-titrages de l'époque passent pas toujours très bien encore à l'image aujourd'hui, donc on a refait intégralement la transcription, le sous-titrage de ce film, donc ça pour le coup, personne ne l'a jamais vu, ne l'a jamais lu. Et dernier point avant de laisser la place au film, il y a encore des choses à découvrir sur ce programme. C'est un des programmes vraiment phares de notre collection, on est toujours très, très heureux de le présenter. Il y a encore des choses à découvrir sur ce film, et en particulier, on a redécouvert à l'occasion de cette restauration des boîtes de rush, des boîtes d'entretien encore peut-être inédits. Alors, on n'a pas encore vraiment eu le temps de travailler dessus, mais c'est encore une matière à découvrir. Ce qui montre encore une fois que les œuvres vivent bien après leur première diffusion. Je vous remercie beaucoup. Très bonne projection à vous. Bon. Eh ben, vous êtes bien resté. Qui voyait le film pour la première fois? Ah ouais, c'est bien. Donc vous êtes sous le choc et vous êtes resté. Relevez le bras. Qui a vu le film pour la première fois? Ah bon? C'est pas mal. Non, c'est pas la peine, non. Voilà. Ça valait la peine, hein. Robert Maubert, c'est vraiment pas la première fois que vous venez à la Cinémathèque. Vous m'avez raconté que dans les années 60, vous achetiez un ticket et vous regardiez les 3 films d'un coup rue d'Ulm. Ça vous fait quoi d'être à la Cinémathèque, ou c'est un peu votre milieu? On est un peu dans l'archéologie aussi. Oui, je crois que c'est à la Cinémathèque de la rue d'Ulm et ensuite à Chaillot où j'ai vu le plus de films. J'y allais plusieurs fois par semaine et ça a été ma formation, non pas de cinéaste, mais de spectateur. Voilà. Et j'imaginais pas qu'un jour je pourrais faire des films. Vous racontiez aussi qu'un jour vous voyez successivement 2 films qui a priori vont pas ensemble. Moi j'adore ce genre d'histoire parce que c'est ce qu'on fait aussi ici. C'est que successivement vous voyez L'homme d'Aran et Zéro de conduite. Et vous vous dites je veux faire du documentaire. Oui, c'est bizarrement, alors que j'adore voir des films de fiction, très vite, ce qui m'attirait, c'était les films documentaires. Et même lorsque c'était des films, Zéro de conduite n'est pas un documentaire, mais il y avait quelque chose qui me renvoyait à mon enfance, la pension, etc. Et je me sentais plus apte à faire des films documentaires, pensant que de temps en temps, je ferais une fiction. Voilà, si ça a été le cas 2 fois, une fois avec un petit film de 10 minutes et un autre de 20 minutes. Mais
voilà, je crois que j'ai besoin d'avoir un rapport avec les gens que je filme, c'est parce que je suis curieux de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Et voilà, c'est une curiosité qui a fait. Alors je ne sais pas si ça tient au fait que j'ai commencé très tôt dans le monde du travail. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à être tailleur. D'ailleurs, de temps en temps, on voit des photos dans l'album que Pérec tourne. On voit beaucoup d'ateliers de tailleurs. C'est pas par hasard que j'ai choisi ces photos dans l'album. Et je continue. Et quand vous revoyez le film, est-ce qu'il y a une séquence qui vous touche plus particulièrement, un souvenir qui vous percute aujourd'hui quand vous regardez le récit d'Ellis Island? Je pense que c'est la même chose pour ceux qui l'ont vu. Je préfère de loin la première partie. Mais avec Pérec, quand on a repéré une année avant, au bout de 3 jours, on savait qu'il y aurait 2 parties. Mais en même temps, on s'était dit, il faut absolument voir des gens, les interviewer pour savoir pourquoi ils étaient partis, dans quelles conditions, etc. Parce que dans quelques années, il n'y aura plus de témoins. Et c'est ce témoignage qui nous a intéressés. Pérec le dit, bon, on n'allait pas filmer les Norvégiens et toutes les communautés. Les Italiens parce qu'ils étaient les plus nombreux. Et puis les Juifs parce qu'on se sentait plus proche d'eux par nos histoires communes. Et quand... je prends tout le livre. Quand vous découvrez donc Ellis Island est ouvert au tournage, que vous partez tous les deux, on reviendra après avec votre rencontre avec Pérec et comment vous avez eu un peu la même idée et comment vous êtes rejoints et décidé de vous rencontrer pour de vrai à Ellis Island avec des histoires différentes. Mais comment vous avez découvert donc Ellis Island? Quel a été un peu votre point de départ à filmer un lieu comme ça, hanté par des fantômes, visité par des gens dont on croit qui sont en visite touristique avec ce guide de National Park qui est génialissime, que vous avez mis à contribution. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez eu l'idée géniale de faire des tirages de photos de Lewis Hine, grandeur nature, et de les replacer, avant même que ce soit un musée, avant même que tout ça soit écrit. Ça fait 3 questions. Je vais répondre en même temps, mais je voudrais peut-être dire comment et pourquoi on a fait ce film. Moi, j'ai découvert sur le plan personnel Pérec dans un article du Nouvel Observateur signé Duvigneau, qui était un des profs de Pérec. Et ce livre, c'est W ou Souvenirs d'enfance. Et il y avait des phrases qui m'ont marqué, comme par exemple, il disait dans ce livre, parlant de ses parents, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Et j'étais en train de préparer un film à tourner en Pologne. C'était encore la Pologne communiste. Et j'avais éprouvé le besoin de faire une recherche et une affirmation d'identité. Et je me suis dit, ce type qui a écrit ce bouquin, il dit déjà beaucoup de choses que j'ai envie de raconter. Et on avait des amis communs qui nous sont réunis, on dit, ben, ces deux-là ont sûrement des choses à se dire. Et donc à ce dîner, alors pour les gens qui connaissent un peu le cinéma, je crois que c'est le cas, c'était Peter Kassovitz et Chantal Rémy, les parents de Mathieu Kassovitz. Voilà, donc, je ferme la parenthèse. Et moi, je voulais parler à Pérec de son bouquin, et lui, il voulait parler que de mon projet d'aller en Pologne.
Et quelques semaines après, je suis parti en Pologne, j'ai fait le film. Et il est venu à une projection du film. Et à la fin, il est venu vers moi. Il a voulu me parler, il n'a pas pu dire un mot, il est tombé dans mes bras. Il m'a dit, je t'appelle demain. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, par des moyens différents, on cherche les mêmes choses. Il faudrait qu'un jour on fasse un film ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'est né. Alors, bon, on savait pas lequel. Il s'est passé presque 2 ans pour lesquels on se voyait. Il venait beaucoup à la maison parce qu'il retrouvait une sorte de famille comme chez moi. Et j'ai vu un jour dans le journal, c'était François. Oui, je crois que c'était dans François, qu'Ellis Island était ouvert au public. Et Ellis Island, ça me disait quelque chose, mais je ne savais plus pourquoi. Et je me suis souvenu que c'était ma mère qui m'en avait parlé. Et c'est là qu'elle m'a raconté que son grand-père a fait en 1900, en fait j'ai appris par la suite que c'était 1903, il a quitté Przemyśl, son shtetl de Pologne, pour aller aux États-Unis. Il a attrapé le tracom dans le bateau, on ne sait pas trop comment. Évidemment, vous avez entendu que le trachome, c'était la maladie la plus redoutée. Et il a été refoulé. Alors, petite parenthèse, mon arrière-grand-père était un homme très pieux, avec une barbe, une très belle barbe. Et ma mère n'a jamais réussi à me dire pourquoi on lui avait coupé la barbe. Est-ce que c'était pour avoir l'air moderne? On ne savait pas. Et c'était un juif pieux, et pour un juif pieux, le fait de couper la barbe, c'est le déclin de la foi. C'est le signe du déclin de la foi. Et il s'est arrêté en cours de route à Vienne, le temps que sa barbe repousse. Et ça met quand même quelques mois qui lui a permis de voir que Vienne, par rapport au petit village de Pologne, c'était bien mieux. Et il est retourné donc dans la famille en disant on ne va plus en Amérique, on va aller à Vienne. Et donc il y a une grande partie de ma famille qui est allée à Vienne. Alors la question, c'est ça. La question, on peut la reprendre. En fait, c'est qu'on a envie de savoir comment vous avez travaillé avec Georges Perec, et en particulier, comment s'est décidée la structure très originale du film. Alors, quand je lui ai parlé, on cherchait un sujet, mais on n'était pas pressé. Et quand j'ai appris ça, je lui ai parlé d'Ellis Island. Et il se demandait comment lui allait pouvoir rentrer dans cette histoire. Alors il me dit, écoute, je vais réfléchir, je vais voir. Et en fait, le lendemain, il m'appelait et il m'a dit, on le fait. Donc à l'INA, on a déposé le projet. Et puis voilà, on a fait un repérage en 78. Il n'y avait plus assez d'argent à l'INA pour le faire le film en 78, on l'a fait en 79 et on l'a terminé donc en février 80. D'ailleurs, ça me fait penser au générique, on voit votre assistant réalisateur, c'est François Head. François Head est un ami de la Cinémathèque et bien évidemment, on pense à lui. Alors, je n'entends pas très Ah, bien. alors on aurait dû vous mettre au milieu. Non. Si vous parlez dans le micro, je entends. Non, on pense à François Head. On en a parlé, votre premier assistant réalisateur, qui est un ami de la Cinémathèque, avec qui on a restauré de nombreux films. François Head, qui est un collaborateur de l'INA, et qui faisait partie aussi des premiers films produits par l'INA, de ce studio de recherche. C'est un aparté, c'est une parenthèse, ça n'a pas d'importance. Mais si on reprend aussi la question sur les photos de Lewis Hine. Ah oui, voilà, oui. Alors moi j'ai toujours été très intéressé par la photographie.
Et très jeune, surtout le jour où j'ai vu que je trouvais une photographie très belle, alors que je ne connaissais personne dans cette photographie. Et j'ai compris que la photographie, c'était aussi autre chose que les photos de famille. Et je me suis beaucoup intéressé à la photo. Et puis, après, au cinéma. Et je me dis, le cinéma, c'est mieux que la photo, puisque ça raconte une histoire. Et c'est après seulement que j'ai compris aussi que la photographie racontait aussi des histoires. Voilà. Donc, depuis, que ce soit dans les films ou dans les livres, la photographie est très présente. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit ne regardez pas la caméra ou ne regardez pas l'appareil. Moi, je ne dis pas aux gens de regarder ou de ne pas regarder. Ils font ce qu'ils veulent. Et le regard qui porte à l'objectif, c'est une relation qui s'établit entre le photographe et le photographié. Et je trouve qu'il y a une relation qui se fait à ce moment-là. Et c'est comme ça que je marche. Donc je ne coupe pas les regards au montage. S'ils me regardent, c'est qu'ils ont peut-être quelque chose à me dire. Je me souviens que dans un des premiers documentaires que j'ai fait, je posais une question à quelqu'un, et d'un seul coup, je vois que l'opérateur baisse sa caméra. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, il m'a regardé. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu le regardes, mais en plus tu le filmes. Peut-être que son regard, c'était une question qu'il te posait à toi. Voilà, donc j'ai dit, bon, on travaille encore aujourd'hui, mais à partir de demain, je change d'opérateur. Une de vos particularités, M. Baubert, c'est d'avoir passé une grande partie de votre vie avec des écrivains et d'avoir passé une grande partie de votre vie à filmer des écrivains avec votre meilleur complice à la télévision qui s'appelait Pierre Dumayet. Là, c'est Georges Perec, qui lui-même était un écrivain, disons, travaillé par le cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? C'est-à-dire que le cinéma l'intéressait d'abord parce qu'il aimait beaucoup y aller, tout simplement, voir des films, mais il avait un rapport avec le cinéma très particulier. Est-ce que ce passage à l'acte avec vous était aussi très important pour lui? Alors, bien sûr, il avait fait il avait co-réalisé Un homme qui dort, et quand juste avant d'aller aux États-Unis, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on fasse la mise en scène ensemble? Il me dit, non, 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 moi j'ai des choses à raconter, j'aime bien ta manière de filmer, tu filmes. D'ailleurs, il n'était pas là tous les jours, tous les plans que je fais un petit peu partout, au bout d'une journée, il avait compris, donc pendant 2-3 jours, il avait des amis qui habitaient à New York, Harry Matthews, qui traduisait ses textes, voilà, donc il allait le voir. Et quand donc on a commencé au montage, la première partie, je lui dis, tu viens au montage quand tu veux. On avait tout table de montage. Et il se mettait à une table, il regardait et il prenait des notes. Voilà. Et on venait de temps en temps. Alors il me disait, est-ce que là on peut pas mettre un plan un peu plus long parce que j'ai quelque chose à dire? Je dis, bon, on va se débrouiller. Et on changeait des choses selon les désirs de l'un ou de l'autre. Voilà. Et ça s'est fait comme ça. Dans la première partie du film, après il y a ce guide qui joue les guides. Il est très théâtral, on l'écoute. Oui, il est parfait. Voilà, il en fait un maximum, disons. Et puis il y a des photographies, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup de plans vides. C'est-à-dire qu'il y a ce côté presque topographique du film où vous considérez que cet endroit
désolé, un peu dévasté, où sont passés ces millions et ces millions de gens, il est peuplé de fantômes. En fait, c'est pas du vide que vous filmez, c'est du souvenir ou c'est la trace de quelque chose. Oui, il y a un double regard. La première fois, on a filmé plusieurs visites. Donc on voit surtout le guide et on le voit du point de vue des visiteurs. On était les visiteurs. On les voit. Quand on les voit, c'est groupé. Voilà. Et une autre fois, on entend à nouveau le même discours. Et à ce moment-là, je suis sur les gens qui sont assis, qui entendent à nouveau cette histoire. Donc il fallait qu'on se place du point de vue des visiteurs, et parce qu'on savait que les visiteurs n'étaient pas là par hasard. L'image, le plan où on voit, lorsqu'il pose la question, est-ce que vous avez de la famille qui est passée par là, et que les 3/4 ont levé la main, c'est quelque chose qui ne se faisait jamais. Il ne s'était pas posé de questions. Enfin, c'est pas lui qui avait écrit le texte. Et ce n'est pas une question que les gens se posaient, que ceux qui avaient organisé ça. Et pour nous, on savait que c'était pour ça. Et je leur ai dit, écoutez, vous allez leur poser des questions, mais attendez que je mette la caméra derrière vous pour voir les gens. Et vous leur demandez d'où ils viennent. Voilà. Et donc on a ce plan où ils lèvent tous la main. Voilà, donc c'est la place de la caméra tenait compte de ce qu'on attendait, ou des fois de ce qu'on n'attendait pas. Voilà. Mais ça, vous l'aviez presque expérimenté à la télé, j'ai envie de dire, avec quand vous faites l'émission de variété Tous en scène, vous placez votre caméra dos aux chanteurs, dos aux musiciens sur le plateau. Et ça, c'est tout à fait remarquable, parce que déjà, on voit les gens qui regardent, mais on est dans un angle de vue qui est complètement différent, voilà, entre le filmeur et le filmé. Et ce que vous venez d'expliquer aussi, moi, me fait penser à quelque chose de très beau dans le commentaire de Pérec. Il y a 3 personnes. Il y a le « je » pour lui, il y a le « il » pour vous, et il y a le « nous ». Et c'est pour ça qu'il a fallu 2 films, en fait. Oui, de toute façon, on n'avait pas forcément le même regard. Enfin, avec tous les documentaires que je fais avec Dumayet, il disait nous, parce qu'on faisait le film ensemble. Comme je m'attendais un petit peu à cette question, il y a, c'est tiré d'un entretien, enfin il y a eu des centaines d'entretiens de Pérec. Ça c'est le planning. J'ai retrouvé cette phrase de Pérec, enfin ce petit mot. Nos démarches n'étaient pas exactement les mêmes, mais elles se rejoignaient quelque part dans une interrogation commune. Nous nous eûmes envie d'explorer ensemble les prolongements possibles. Ellis Island nous apparut alors comme le lieu même où venaient s'inscrire les thèmes et les mythes autour desquels s'articulait la recherche de notre identité. Voilà, c'est la raison pour laquelle il disait je, il disait il en parlant de moi, et nous, lorsque c'est ensemble. Et il m'a demandé, on était déjà presque en fin de montage, et il vient et me dit, est-ce que tu pourrais me faire un petit texte pour dire ton rapport au judaïsme? Alors, je dis, ben, c'est toi qui écris. Il dit, oui, mais j'ai besoin d'avoir ton avis. Et le soir même, j'ai écrit une page rapidement, et il avait assisté quelques jours avant à la bar mitzvah de mon fils aîné. Il était là, on le voit très 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 heureux. Et je rappelle dans ce mot que c'est la première fois
de ma vie que je voyais, et j'ai vu mes parents danser ensemble. Voilà. Donc et ça. Et voilà, il a utilisé ce texte, en plus ce qu'il savait de moi, pour écrire le moment où il dit que les démarches étaient un peu différentes, et il le dit successivement dans le film. Il y a aussi le biographe Burgelin qui dit un truc génial, Burgelin, qui dit que Pérec était juif de ne pas l'être. Oui, oui, beaucoup ont pensé à un moment donné, quand il parle de ce qui lui a été donné, je vais peut-être retrouver la phrase puisque je le cite, autant que ce soit précis. Je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, etc., etc. Et donc, moi, je savais qu'il y a un album qu'on voit que Pérec tourne. Et à un moment donné, il y a une double page. Sur la page de gauche, il y a la maison que tout le monde connaît maintenant. C'est le 24 de la rue Villain, le coiffure d'âme. Et sur la page de droite, il y a une quinzaine de personnes, membres de ma famille. Et j'ai tenu à ce que ces deux images soient l'une à côté de l'autre. Je ne lui ai pas demandé son avis, il ne me l'a pas donné. Et ça montrait la différence, c'est que moi j'avais encore ma famille, même si tous ceux qui sont restés en Pologne ou en Autriche ont été déportés, mais j'avais mon père, j'avais ma mère, et lui il n'avait plus personne. Et donc, je n'allais pas expliquer pourquoi cette photo, peut-être que ça les gens comprendront ou pas. Voilà. On a toujours envie de poser la question aux cinéastes qui font des documentaires avec des témoins, et c'est une question un peu prosaïque, pardon. Vous le dites un peu dans le commentaire, c'est un peu dit dans le commentaire, mais au milieu de l'immensité américaine et de tous ces millions de gens qui sont passés par Ellis Island, comment vous les avez trouvés et comment vous les avez choisis? Comment ce travail littéralement, documentaire, s'est-il fait? Alors, quand on a eu l'idée de faire le film, on ne s'était pas encore posé des questions. Et j'avais des amis qui avaient fait un travail sur l'Amérique, Rachel Hertel et Elise Martin-Strass, qui avaient beaucoup parlé de ça, et on les avait invités à un dîner. Et ils nous ont donné 2-3 noms. Et dès qu'on a 2-3 noms, ça fait boule de neige. Quand on a commencé à voir 2-3 personnes, et ils nous ont dit « Ah, mais on connaît quelqu'un qui, etc. » Et à la fin, on s'est retrouvés avec énormément de personnes. Il a fallu faire un premier choix au tournage, et on avait beaucoup on en a filmé qui ne sont pas là. Et le problème, c'était de savoir lesquelles longueurs, lesquelles on ne garde pas. Alors on a fait une projection avec des monteurs, d'autres documentaristes, mais personne n'était d'accord. On s'est dit, bon, allez, on n'a plus besoin de votre avis, on va se débrouiller. Il y a quelques regrets, il y en a que je trouve un peu longs maintenant, mais c'est peut-être parce que je les connais trop, je ne sais pas, voilà. Bon. Mais l'essentiel, c'était qu'on est tout de même des gens différents. Alors, petite anecdote, ce monsieur de 96 ans, qui est resté un militant encore, un jour je reçois un petit mot, parce qu'il avait pris nos adresses. Il me disait, cher monsieur, je suis ravi de vous dire, j'ai le plaisir de vous dire que je viens d'avoir 100 ans. Voilà.
Il y a autre chose qui revient au moins à 2 reprises dans les témoignages. Alors ça m'a frappé parce que c'est une histoire que je connais mal, l'histoire des Juifs de Pologne dans les années 30, avant la guerre. C'est le refus de faire le service militaire. C'est-à-dire que, puisque tu me traites de sale juif, tu vas pas en plus m'intégrer dans ton armée. Et ça, c'était un motif de départ. Mon père a quitté la Pologne, il avait 20 ans, précisément pour ça. Parce que, en plus des pogroms, quand un juif faisait son service militaire, il n'était pas sûr de s'en sortir vivant, parce que ça durait 7 ans. Et toutes les corvées, tout ça, et on ne comptait pas le nombre de morts aux exercices, et donc beaucoup partaient. Et donc je le savais, parce que mon père me l'avait dit, et là ça s'est confirmé. Est-ce qu'on fait passer un micro en salle? Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Oui, là-bas. Un cinéaste. Et ensuite, monsieur, là-bas. Et ensuite, monsieur. Oui, bonjour, je découvre le film, il me touche beaucoup. Alors, parmi tous les témoignages que vous avez gardés, les personnages, les personnes, rejettent, voire ignorent totalement après leur pays d'origine ou leur société d'origine. Voilà, les origines sont rejetées, même si les conditions d'arrivée sont épouvantables. Ils disent pratiquement tous je ne veux pas retourner chez moi. Est-ce que vous avez eu quand même des témoignages des personnes qui pensent à un retour ou pensent positivement à leur pays d'origine? Non, je rencontrais personne qui avait envie de revenir, même si la vie a été pour beaucoup difficile. On n'en a pas rencontré un seul qui a regretté. Alors il y a peut-être des gens qui sont revenus en Europe, ça j'en sais rien. Mais j'ai une amie, mais qui est beaucoup plus jeune que moi, puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale, qui a voulu revenir en Europe. C'est le seul exemple que j'ai. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on vit mieux en Amérique qu'en France. Monsieur. Oui, alors, bonjour, moi j'ai cru apercevoir un moment, enfin, je sais pas, vous me dites si... Pardon, je vois pas. Oui, oui. Enfin, il y a des choses qui m'ont marqué, et notamment un moment, ce qui est dit dans la visite, et aussi dans toute cette deuxième partie où c'est des témoignages, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de ne pas voir ça comme un simple phénomène, mais d'individualiser les personnes, c'est-à-dire qu'on montre qu'il y a énormément de personnes qui sont passées, on dit qu'il y a 2% qui ne sont pas passées, 2% c'est 250 000. Comment vous avez travaillé un petit peu cette question, si vous l'avez travaillé, d'individualisation avec Georges Perec? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que c'était une... Non, c'est comme j'entends mal, donc c'est de ma faute, c'est pas de la vôtre. La question de l'individu. Comment, finalement, dans l'écriture de votre film, vous avez préféré raconter des histoires individuelles et pas forcément généraliser, même si vous énoncez des listes et des chiffres, mais quand même, vous énoncez des trajectoires et des discours très individuels, et vous parlez de vous aussi. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Il ne nous est pas venu à l'idée, de toute façon, d'avoir un point de vue général. Alors, c'était, ce sont des individus qui nous racontent des choses, mais on n'a pas voulu se placer ni comme historien, ni comme sociologue, mais on était, nous, Georges Perec et Robert Bobert. Voilà, donc on n'est pas... Moi, j'ai pas du tout l'âme d'un essayiste. Des fois, ça me gêne quand je lis des bouquins. J'aimerais mieux comprendre, des fois. Mais voilà, donc c'était le rapport entre deux personnes et
des personnes différentes. Je crois que, d'ailleurs, de manière générale, je me méfie des généralités. Voilà. Mais il y a sûrement je suis sûr qu'il existe des bouquins, des gens qui ont fait un travail comme ça. Mais nous, on n'a pas envie d'expliquer les choses, mais d'avoir une relation directe. Je suis là. Justement, parlant de relation, est-ce que lorsque tu parles avec Pérec, tu parles aussi de Buber, de je et tu, est-ce que le principe que tu appliques de visage à visage, vous parlez à ce moment-là de ce système, enfin le système ça va pas comme mot, mais cette façon que tu as de filmer et d'être en relation avec les personnes que tu filmes en tant que personne, ça rejoint un peu la question de monsieur sur l'individualisation. Est-ce que vous parlez de Buber avec Pérec? Non, Le jeu et tu, c'est le livre de Martin Buber. C'est curieux parce que je crois que j'avais déjà lu les récits racidiques de Martin Buber quand j'ai connu Pérec, mais on n'en a pas parlé. Et il est vrai que ce qui me touche chez Martin Buber, c'est pas seulement dans le jeu et tu, mais encore que dans le jeu et tu, c'est là où il dit, il y a cette phrase, il dirait ce qu'il est avant de dire ce que par la rencontre il est devenu. Voilà, le rapport aux autres. Et moi, ça va paraître bizarre, mais les films que j'ai faits et que je préfère, la personne qui m'a le plus influencé, c'est pas un cinéaste, mais c'est Martin Buber. Et le photographe également, Volker Evans. On en revient à la photo. Il y a même dans le mot récit, en fait. C'est-à-dire que le titre du film, de dire récit d'Ellis Island, le mot récit, en fait, est hyper important. Alors, le titre, c'est Pérec qui l'a trouvé. J'ai eu la peine de demander, il m'a dit, petite chose tout de même qui montre, mais ça, peu de gens peuvent le deviner, lorsque le livre est sorti, Récit d'Ellis Island, il a mis simplement en tête à la mémoire de Madame Camer. Alors personne ne sait qui est Madame Camer, mais il n'avait pas forcément envie de dire qui c'était. Mais c'était par rapport à moi. Le film que j'ai tourné en Pologne, il y a une dame que j'ai rencontrée et qui est très présente dans le film, avec qui j'ai fait tous les entretiens en yiddish. Et lorsque je lui ai montré la photo de mon grand-père, elle me l'a regardée et elle dit oui, je l'ai connu, il tenait une cordonnerie à tel endroit, etc. Voilà. Et c'est un personnage, Madame Camer, qui est formidable. Elle était protégée en Pologne parce que son mari, du vivant de son mari, il était le secrétaire général de l'équivalent de la CGT en Pologne. Je ne sais pas comment on dit CGT en polonais. Voilà. Donc, c'est pour dire le lien qu'il y avait et la source du projet d'Ellis Island, que ça venait, que ça venait du film que j'avais fait. Et dans ma chambre d'hôtel en Pologne, j'avais mis une dizaine de livres qui étaient des livres qui avaient beaucoup compté pour moi et que le film que j'étais en train de faire tenait beaucoup, était né en partie de toutes ces lectures. Et le dernier livre qu'on voyait dans la liste, c'était W ou Souvenir d'enfance. Voilà, c'était une manière de faire un aller-retour.
Et ce film de 75 est conservé à l'INA. Il s'appelle Réfugiés d'Allemagne, apatrides. Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise. Voilà. C'est le titre du film et c'est la mention qui va être sur la carte d'identité jusqu'à l'âge de 24 ans. Oui. Émilie, tu peux peut-être nous donner le prochain rendez-vous avec Robert Baubert? Alors, on vous a déjà donné quelques pistes. C'est que l'arrière-grand-père, qui a eu le traco, mais qui s'est fait refouler d'Ellis Island et qui s'est retrouvé à Vienne. Si vous voulez en savoir plus, vous venez demain à la Filmothèque à 13h30 parce qu'il y a Vienne avant la nuit, qui est un portrait de Vienne et de votre arrière-grand-père. J'ai bien écouté. Et aussi, samedi, parce que c'est pas des moindres choses, Robert Baubert, avant de devenir cinéaste, a été beaucoup de métiers, mais assistant de François Truffaut. Sur 3 films, Les 400 coups, Tiré sur le pianiste et Jules et Jim. Et donc on montre Jules et Jim à la Filmo samedi à 13h30 aussi. Et Scoop, vous êtes en train d'écrire un livre. Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre. Oui. Oui, bon, On en parlera peut-être un peu ou on en parle je maintenant? sais pas, je crois qu'il faut, comme je continue d'avoir encore quelques curiosités, je veux continuer à travailler. Merci beaucoup, Robert Baubert. Merci. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des livres à la librairie de la Cinémathèque. Il y a des films de Robert Baubert sur Madeleine, sur la plateforme de l'INA. À demain. Non.